Bonjour à tous, on va attendre quelques instants du coup les derniers participants et puis on pourra commencer du coup ce webinaire destiné à tout ce qui est création de contenu via le marketing d'influence. Ok, donc on va commencer. Juste pour commencer par les présentations, du coup, moi c'est Thibaut, je suis responsable des pôles Ads et Influence chez Affinity et donc j'accompagne nos clients notamment sur leur approche stratégique de l'influence et je suis accompagné d'Alexia. Bonjour à tous, je suis influence manager et je gère la partie opérationnelle et je suis en contact tout le temps avec les influenceurs notamment. Voilà. Du coup, je ne sais pas si c'est votre premier webinaire ou pas cette semaine, mais le replay du coup sera disponible à la fin de ce webinaire. Vous avez sur la partie droite de votre écran un espace de chat, un espace de questions si jamais vous souhaitez communiquer avec nous et nous poser vos questions ou intervenir pendant le webinaire. On prendra toutes les questions à la fin pour y répondre tranquillement. Du coup, pour ce qui est de l'influence, Alexia. Petit état des lieux sur l'influence en 2021 en France. On compte aujourd'hui plus de 150 000 influenceurs qu'on aime appeler maintenant créateurs de contenu. Enfin, c'est surtout eux qui aiment qu'on les appelle comme ça. On dit influenceurs pour des profils d'Instagrammeurs qui ont au moins 5 000 abonnés et qui publient régulièrement. 74% d'entre eux sont des femmes et 27% ont entre 19 et 25 ans. Au niveau des réseaux, des plateformes utilisées, 94% des influenceurs sont présents sur Instagram, 31% sont sur Facebook, ensuite blog, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok et pour finir Snapchat avec 10%, puisqu'on sait que les influenceurs sont sur plusieurs réseaux. Donc, ils sont très majoritairement sur Instagram. Pour continuer, au niveau des thématiques, pour ces créateurs de contenu, on sait qu'ils abordent en moyenne 3 thèmes principaux à travers tout leur contenu. En premier, on retrouve la mode et la déco pour 42%, égalité avec tout ce qui va être beauté et cosmétique. Suivi de près par toute la thématique travel, voyage. Ensuite, on a l'alimentation. Ensuite, on a la partie plutôt famille et couple. Puis, sport et art sont ex aequo. Ensuite, la thématique high-tech. Et pour finir, l'humour. Il est important de noter tout de même que plus un univers est spécifique, plus il est difficile d'identifier et de recruter ces créateurs de contenu. Et donc, plus leur rémunération devra être élevée. Donc du coup, par rapport à ce que disait Alexia, ce qu'il faut retenir surtout que les influenceurs sont principalement sur Instagram et en général sur une ou deux autres plateformes et qu'on va souvent retrouver les mêmes grosses thématiques sur des profils, donc des thématiques plutôt de lifestyle avec ensuite parfois des thématiques plus spécifiques aussi abordées par l'influenceur. La problématique quand on parle d'influence, c'est plus un retour d'expérience qu'on a avec Alexia quand on discute avec les annonceurs, mais souvent en fait l'influence c'est vu comme quelque chose, c'est une collaboration ponctuelle avec un ou plusieurs créateurs de contenu. En général, on va offrir une dotation produit, voire une rémunération en échange d'un post et d'un story. Mais pour nous, ça c'est une vision vraiment complètement partielle de l'influence et ça permet pas d'exploiter son plein potentiel. Du coup, il y a quelques questions pour nous qu'il faut se poser en fait quand on souhaite développer une stratégie d'influence. Et donc, du coup, on parle vraiment de stratégie, pas d'opération, mais c'est une stratégie d'influence. C'est je développe un programme d'influence et du coup, j'inscris cette démarche dans le temps. La première question, du coup, à se poser, c'est quels sont mes objectifs via mon programme d'influence, qu'est-ce que je souhaite développer. Donc, est-ce que c'est plutôt la visibilité de ma marque et de mes produits? Est-ce que c'est plutôt de la découverte? Et là, on va avoir une dimension un peu plus pédagogique pour faire comprendre du coup ma marque, comprendre mon service, comprendre mes produits. Est-ce que je souhaite faire de la création de contenu parce que, notamment, j'ai un compte Instagram sur lequel j'arrive pas à
produire suffisamment de contenu pour l'alimenter régulièrement. Et donc, du coup, je vais m'appuyer sur des influenceurs qui vont, du coup, participer à cette création de contenu que moi, je vais pouvoir, du coup, regrammer sur mon compte. Est-ce que mon objectif, c'est plutôt de l'acquisition de followers? Je veux faire grossir ma communauté sur Instagram. Est-ce que sinon, je cherche plus dans une logique, on va dire, e-commerçante, je cherche à générer du trafic sur mon site et des conversions. Donc, en fonction en fait de ces objectifs, c'est pas forcément les mêmes profils qu'on va aller sourcer, c'est pas forcément non plus les mêmes contenus qu'on va demander aux influenceurs. Donc, c'est des questions qui sont très très importantes à se poser en premier lieu. La deuxième question, c'est celle de ma cible. Qui est-ce que je souhaite toucher via ma collaboration avec des influenceurs? Donc, avec des questions qui sont, on va dire, assez simples au début, mais c'est globalement mon audience, est-ce qu'elle est plutôt masculine ou féminine? C'est quelle tranche d'âge que je souhaite toucher? Parce que du coup, on a des influenceurs, pareil, qui ont des communautés en général assez marquées. C'est quel centre d'intérêt? Et là, du coup, je reprends les slides d'Alexia au début, mais globalement, quels sont les centres d'intérêt de mes potentiels clients, du coup, et quels influenceurs abordent ces centres d'intérêt et adressent, du coup, cette communauté. Et il y a un truc auquel il faut faire particulièrement attention, c'est pas parce qu'un profil va bien incarner la marque, par exemple, sur le positionnement, que son audience est pour autant celle que vous souhaitez cibler. Donc parfois, quand on fait de l'influence, on va travailler avec des gens qui, d'apparence, représentent pas forcément votre marque, mais par contre, qui s'adressent exactement à l'audience que vous souhaitez toucher et qui vont peut-être avoir un regard un petit peu différent sur votre marque, mais qui va permettre en fait de sensibiliser leur audience et du coup d'engager leur audience avec vos contenus et vos produits. Comment identifier les bons profils? On va regarder un certain nombre de critères avant de recruter, avant de contacter des influenceurs avec lesquels on souhaite collaborer. Principalement le taux d'engagement, c'est l'interaction qu'a la communauté avec cet influenceur-là. C'est un rapport tout simple entre le nombre de commentaires, de likes, de partage de stories ou de partage de posts, rapporté au nombre d'abonnés de cet influenceur-là. Selon la taille de l'influenceur, on vérifie à ce que ce taux soit bien dans des fourchettes, des minimums pour qu'on puisse collaborer avec eux. Si évidemment c'est un influenceur qui a 100 000 abonnés, on ne va pas attendre de lui qu'il ait un taux d'engagement aussi grand qu'un créateur de contenu qui a à peu près 20 000 abonnés. On va également regarder la localisation de l'audience. On travaille là sur le marché français essentiellement, donc on va regarder qu'on ait minimum 75-80% de l'audience qui soit bien française. Le genre de l'audience est aussi important. Ça dépend si on s'adresse plutôt à des femmes ou plutôt à des hommes. Et également les centres d'intérêt de l'audience, comme le disait Thibaut tout à l'heure. On regarde évidemment la taille de la communauté, la qualité des contenus. On va regarder sur ces textes s'il n'y a pas de faute d'orthographe, par exemple, si les photos sont bien prises, bien travaillées. Pareil pour les vidéos. Et on regarde également le critère de la fréquence des contenus. Vérifier qu'il n'y ait pas trop de posts par jour, qu'il n'y ait pas trop de jeux concours dans la semaine, par exemple. Ce genre de critères est très important. Sur ces critères-là, enfin, à mon sens, le plus important, en fait, celui qui est souvent le plus oublié, c'est celui de la localisation de la communauté. Parce que ça nous arrive d'avoir des échanges avec des annonceurs qui font de l'influence déjà de leur côté, en fait, et qui nous disent bah, ça marche pas ou ça marche pas avec ce profil alors qu'on l'a payé très cher, etc. Et en fait, quand on commence à regarder un petit peu au niveau des chiffres, c'est pas tant une question de taux d'engagement ou de qualité du contenu, en fait, mais c'est juste que la communauté, bah, elle est qu'à 20% en France. Et donc forcément, ramener au nombre d'influenceurs, plus derrière au reach à la portée en fait des contenus de l'influenceur, bah, en fait, on cible très peu de personnes au final. Donc c'est normal aussi que la campagne marche moins bien si on avait des objectifs de notoriété ou de gain de followers ou de trafic vers le site. Donc c'est vraiment, à mon sens, le critère, l'un des critères les plus importants et qui est souvent omis en fait. Quel format, une fois qu'on a du coup sourcé ces profils, quel contenu leur demander et comment est-ce qu'on travaille du coup les contenus avec les influenceurs. Donc en fait, pour moi, chaque contenu en fait va répondre à un objectif différent. Donc le contenu plus universel qu'on va retrouver sur Instagram, c'est le post. En fait, c'est le format traditionnel. Il répond à peu près à tous les objectifs sur Instagram, à l'exception du trafic, puisqu'on ne peut pas intégrer de liens sur les posts. Et il est aussi très souvent utilisé pour la mise en place de jeux concours.
Les formats qui sont les plus adaptés à la portée de tous les tests qu'on a pu mener avec Alexia, c'est le carrousel et le réel, du coup, qui sont les formats, en fait, qui bénéficient des plus gros taux de reach sur les communautés des influenceurs. Et l'avantage notamment du dernier qui est le réel, en fait, c'est que c'est un format vidéo long. C'est un format vidéo qui fait 45 secondes et qui permet en fait de raconter beaucoup de choses et d'expliquer en fait. Donc c'est un format aussi qu'on va retrouver si on cherche à travailler plutôt une approche éditoriale, notamment quand on est sur de la découverte et de l'explication quand on veut faire de la pédagogie autour des produits. Donc on va retrouver du coup le réel dans les autres contenus également. Il y a tout ce qui va être articles de blog, du coup les stories quand elles sont sauvegardées à la une. Il faut aussi avoir ça en tête quand on travaille avec les influenceurs et qu'on essaie de développer un peu une relation dans le temps. Du coup, les stories qui sont produites par les influenceurs, leur demander de les sauvegarder à la une, en fait, pour qu'elles durent au-delà des 24 heures habituelles. Et du coup, ce qui permet aussi de raconter une histoire avec la marque à travers différentes prises de parole. Tout ce qui va être IGTV, quand on est sur des formats vidéo très, très, très longs, un peu comme ce qu'on pourra retrouver d'ailleurs sur YouTube. Il y a un format qui alors comme on est en PDF, la vidéo ne marchera pas. Mais il y a un format qui est très intéressant en fait sur Instagram et qui est assez récent. C'est le guide. En fait, le guide, ça ressemble pour moi plus à un article de blog. C'est un contenu long et rédactionnel que peut créer l'influenceur. Sur lequel il va pouvoir du coup rédiger en fait, ajouter du texte, ajouter des photos, voire ajouter des produits. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Mais on peut les influenceurs peuvent créer des guides qui viennent directement chercher des produits dans votre boutique Instagram, si vous avez une boutique Instagram. Donc on peut avoir toute une logique derrière de shopping list développée par l'influenceur par rapport au look qu'il a créé et tout ça, avec du coup des explications sur pourquoi ces pièces, comment les porter, etc. Donc il y a vraiment toute une approche un peu éditoriale et qui fait le lien en fait avec du produit, sachant qu'ensuite l'intérêt c'est que tous les produits qui sont référencés dans votre boutique Instagram en fait contiennent des redirections vers votre site et donc du coup on rentre vraiment dans une logique un peu plus e-commerçante et dans ce que pouvaient proposer les blogs il y a quelques années quand c'était un peu plus populaire qu'aujourd'hui. Seul inconvénient de ce format-là, c'est qu'il est nouveau sur Instagram. Sa visibilité est assez limitée pour le moment et donc du coup, il faut l'associer à d'autres formats pour le mettre en avant et notamment prévoir des relais en story du coup pour augmenter sa visibilité auprès de la communauté. Ce qui nous amène au dernier format en fait, qui est surtout le format utilisé pour le trafic, c'est la story, du coup, qui permet d'intégrer des liens. Et c'est un format qui est très utile en soutien d'autres formats. Nous, on l'utilise beaucoup en fait dès qu'il y a des contenus qui sont créés par les influenceurs, type des posts, des réels ou des guides. En fait, on va demander aux influenceurs de prévoir des relais supplémentaires en story pour augmenter la visibilité des contenus. Il y a un autre avantage à la story, c'est que la story, c'est un format qui est en fait très interactif sur lequel on va pouvoir du coup ajouter des sondages, des questions et essayer d'avoir des réactions et de l'engagement avec la communauté. Du coup, nous, on va souvent l'utiliser quand on veut mettre en place des logiques un peu de Q&A avec la communauté où la communauté va pouvoir poser ses questions et l'influenceur y répondra en story. Quand on veut mettre en place des sondages pour connaître un petit peu des habitudes de consommation. Voilà, c'est un format qu'on utilise beaucoup sur ça et qui permet en fait de créer du contenu un petit peu différent que juste des stories pour mettre en avant un produit. Une fois qu'on a défini les formats, du coup, c'est qu'est-ce qu'on raconte dans ces formats et comment travailler le contenu. On va avoir besoin de briefer ces créateurs de contenu. C'est un brief qu'on aura élaboré avec l'annonceur, bien sûr. Et ça va reprendre tous les éléments de la campagne afin de vraiment bien guider l'influenceur. Orienté, mais pas dirigé. En effet, on n'impose pas des phrases bien précises. C'est quand même l'influenceur qui va créer son contenu comme son audience a l'habitude de le voir, de l'entendre. Donc, dans ce brief, on a une présentation de la marque. Ça peut être des marques qui viennent de se lancer, par exemple. Donc, les influenceurs ne connaissent pas forcément l'histoire. Donc, c'est bien d'avoir ça sur le brief. Également, les différents temps de parole, comment ça se séquence. S'il y a une première prise de parole, j'ai n'importe quoi, un jour, 3 jours après, faire un rappel en story, une semaine après, refaire un post ou un réel.
Donc, tout est bien, le séquençage en fait des prises de parole est bien indiqué. Les points importants à citer, donc ça peut être les arguments produits, ce genre de choses. Les hashtags et les mentions pour renvoyer bien sûr sur la page de Instagram de l'annonceur. On crée nous-mêmes les liens traqués qui font partie effectivement de ce brief-là pour que dans les stories des influenceurs ou dans la bio, ils puissent rediriger vers la homepage ou vers une page produit précisément. Et également, dans ce brief, toute la partie actu de la marque, tout ce qui est à relayer. Ça peut être un code promo personnalisé, ça peut être une actu générique, une offre générique. Donc, c'est vraiment ultra important, en fait. Cette partie de brief, elle prend du temps, mais elle est essentielle. Juste, en fait, si on veut s'assurer de la qualité du contenu des influenceurs, en fait, il faut leur donner un peu des guidelines, il faut les orienter dans la création de leur contenu. Et on ne peut pas attendre d'un influenceur qui connaisse parfaitement votre marque ou vos produits qu'il ait même la démarche, en fait, de s'intéresser. Nous, on essaie un peu de leur prémâcher le travail. Et derrière, en fait, c'est juste que ça permet. L'autre avantage, en fait, c'est que pour nous, en fait, c'est une grille de validation derrière auprès de l'influenceur. Donc, si jamais on se rend compte qu'il y a des éléments qui manquent, en fait, on peut aller voir en disant c'était pas le brief du coup qu'on t'a communiqué. Merci du coup de refaire un contenu pour travailler cet aspect que tu as oublié dans tes précédents contenus. Et du coup, ça permet d'avoir une collaboration en fait qui est complète et des contenus en fait qui vont correspondre aux attentes de la marque. Et nous, du coup, c'est quelque chose qu'on utilise systématiquement sur toutes nos collaborations et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de souci du coup sur la création des contenus des marques. De l'importance de la rémunération. C'est quelque chose, on a beaucoup travaillé sur l'offre d'influence avec Alexia. Et en fait, pour nous, il y a quelque chose qui est devenu assez évident, en fait, c'est que les influenceurs passent énormément de temps pour créer des contenus. Si jamais vous avez assisté à la conférence qu'on organisait hier avec Palais d'été sur un case study autour d'une opération d'influence, il y a l'interview d'une influenceuse avec qui on a collaboré. Elle a elle a créé ses contenus sur 3 jours différents pour vraiment travailler son contenu, avoir du naturel dans son contenu. Il y a un vrai engagement de la part des influenceurs vis-à-vis du contenu qui est produit. Et c'est aussi à ça que sert un brief. Donc, il faut un peu mettre en parallèle tout ce qu'on va attendre de l'influenceur et ce qu'on va lui donner comme rémunération. Donc, le produit est important et il est même essentiel pour la production de contenu, mais la rémunération fixe est importante aussi et c'est aussi un gage en fait de valorisation du travail de l'influenceur. Et faut pas croire que les influenceurs gagnent des 100 et 10 000. Vous avez sur la partie droite du coup un peu une étude qui a été menée par LSA sur les rémunérations des influenceurs. Il y en a très peu qui en vivent aujourd'hui et il y en a très peu dont c'est l'activité à temps plein. Donc pour beaucoup, c'est des activités partielles, c'est des activités qui sont faites à côté, c'est-à-dire que c'est des gens qui consacrent en fait du temps, leur temps en dehors de leur travail, en dehors de la famille pour produire ce contenu. Il faut savoir le valoriser, surtout si on attend quelque chose de qualitatif derrière. Il y a la question aussi de la sponsorisation des contenus des influenceurs et c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'intégrer de plus en plus dans la réflexion autour de l'influence. Parce que effectivement aujourd'hui rémunérer des influenceurs ça a un certain coût et les budgets du coup vos budgets sont pas forcément extensibles et peuvent pas non plus vous permettre de travailler avec toute une armée d'influenceurs. À côté de ça, il y a des solutions qui se développent aujourd'hui et notamment l'amplification de contenu qui donne un regard un petit peu différent sur l'influence et la manière de travailler avec des créateurs de contenu. L'idée, c'est en fait de travailler peut-être avec moins de créateurs, mais des créateurs qui vont produire un beau contenu et un contenu de qualité et venir en fait sponsoriser ce contenu via la plateforme publicitaire Facebook notamment et le sponsoriser du coup avec tout l'arsenal publicitaire de Facebook. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir ses audiences, on va pouvoir choisir ses objectifs, on va pouvoir utiliser les contenus des influenceurs, on va pouvoir rajouter des liens si on veut par-dessus. Et donc, du coup, on capitalise sur le contenu d'une personne tierce qui n'est pas vous, c'est une personne qui travaille avec vous, mais c'est pas vous directement, c'est un tiers de confiance qui va prendre la parole
qui va expliquer, qui va montrer le produit. Et vous avez un exemple du coup sur la droite, si c'est suffisamment gros sur votre écran. Mais globalement, vous pouvez voir que le post, donc c'est quelque chose qu'on a fait avec Verbaudet et un influenceur digital même. Donc vous avez en haut le post, il est porté toujours par l'influenceur. C'est le nom de l'influenceur avec une mention sponsorisation du coup, mais c'est pas Verbaudet directement qui prend la parole. La mention de Verbaudet, elle est faite en bas. Vous avez partenariat rémunéré avec Verbaudet. Donc il y a une transparence sur le fait que c'est un partenariat rémunéré, mais c'est pas Verbaudet directement qui prend la parole pour montrer ses produits et expliquer ses produits. Et l'avantage du coup, c'est que ça permet d'augmenter considérablement en fait la portée, typiquement sur les contenus des influenceurs, sur des audiences qu'on choisit en fonction de sa stratégie marketing globale. Je vous disais au tout début, en fait, on considère aussi l'influence vraiment pas dans une logique de one shot, mais dans une logique long-termiste. Et du coup, pour nous, en fait, l'objectif de commencer à travailler de l'influence, c'est de créer des profils d'ambassadeurs, en fait, des influenceurs qui vont prendre la parole régulièrement sur vous auprès de leur communauté, ce qui crée une certaine légitimité vis-à-vis de votre marque auprès de la communauté de l'influenceur. À la fin d'une campagne d'influence, on va évidemment faire un reporting et analyser tous les KPI qu'on aura réussi à sortir. On fait un peu parler des chiffres. On va notamment regarder trois KPI qui sont le taux de couverture du post. Donc, une fois que tous les contenus ont été publiés, on demande aux influenceurs de nous envoyer les statistiques de tous les posts, réels, story, enfin vraiment tout ce qu'ils ont produit pour voir le nombre d'impressions. Le taux de couverture de poste, c'est donc le nombre d'impressions rapporté à son nombre de followers pour savoir du coup en pourcentage combien est-ce qu'il a pu toucher de personnes dans sa communauté. On regarde également le taux d'engagement de la communauté, donc toujours sur ce poste-là, et on compare à son taux d'engagement en fait général pour savoir si il a plus intéressé qu'auparavant, est-ce que c'est une thématique, une de ses thématiques fortes, et est-ce que ça a vraiment engagé sa communauté. Le dernier critère qu'on va regarder, notamment au niveau des stories, donc le trafic, c'est le taux de clic sur story, puisqu'on peut regarder le trafic généré par les stories grâce à l'influenceur, et on peut regarder si ce taux de clic est bon. On regarde également si, à travers tous les contenus, le brief a bien été respecté. Comme le disait Thibaut tout à l'heure, s'il y a des choses qui n'ont pas été respectées ou s'il y avait des arguments oubliés, ce genre de choses, on demande à l'influenceur de refaire, par exemple, une story pour préciser ce genre de choses. On regarde la qualité des contenus, encore une fois, la qualité des photos, la qualité des textes. Et aussi, on peut regarder sur la partie commentaires les réactions en fait, des communautés. Quelquefois, il y a des questions qui sont posées. Et donc, on va regarder aussi si l'influenceur peut répondre à sa communauté. Si besoin, il nous demande directement et on voit auprès de la marque s'il y a besoin d'avoir plus de précision pour pouvoir répondre à sa communauté. Pour pérenniser aussi les relations avec les influenceurs, il y a des actions qui sont assez simples en fait. À commencer par le regram des contenus, c'est quelque chose qui est, en fait, ça paraît anodin ce que je suis en train de dire de regrammer, donc c'est-à-dire reposter les contenus des influenceurs directement sur votre page. Déjà, toutes les marques ne le font pas, mais en fait, c'est une vraie reconnaissance et une vraie valorisation pour le travail de l'influenceur que de faire ça, et c'est extrêmement apprécié de la part des influenceurs. Faut pas hésiter aussi à partager votre actualité auprès de votre communauté de créateurs, du coup, leur partager éventuellement les nouveautés, les collabs, les promotions, la remise en stock sur des produits, si jamais il y avait des produits qu'ils ont recommandés qui étaient en rupture. Donc voilà, les alimenter. En général, les influenceurs d'eux-mêmes vont faire éventuellement une story, en plus juste pour partager l'actualité à leur communauté, gratuitement, donc c'est de la visibilité gratuite. C'est en général des contenus qui vont venir alimenter votre story à la une, si jamais vous en avez une avec l'influenceur. Et donc, du coup, on rentre vraiment dans une logique de prise de parole régulière, d'échange et de collaboration avec l'influenceur. Faut pas hésiter éventuellement à les inviter à vos événements, si jamais vous avez des événements locaux et tout ça. Ils viendront pas forcément, mais pareil, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à les suivre et à s'intéresser à leur actualité et à ce qui se passe. Notamment, nous, on voit souvent des influenceurs du coup qui
annonce un mariage, un déménagement, un enfant à venir et des grands événements de la vie comme ça, en fait, c'est des événements sur lesquels vous pouvez vous associer. Et surtout, si vous êtes dans une démarche proactive, que vous collaborez avec eux, vous avez vraiment de grandes chances d'être associé à ces moments-là pour eux, qui sont aussi des moments qui sont très recherchés par plein de marques. Donc, si on les connaît d'avance, si on a une bonne relation avec eux, bah, en fait, la visibilité aussi est plus garantie. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à proposer de nouvelles collaborations. Et pour ça, en fait, la partie d'analyse que décrivait Alexia avant est ultra importante parce que du coup, vous avez un calendrier marketing, vous avez des temps forts dans ce calendrier, des sorties de nouvelles collections, par exemple, des offres promotionnelles. Et du coup, en fonction de ce sur quoi l'influenceur a été bon sur la première collaboration, bah, du coup, ça permet d'aiguiller et de savoir à qui proposer quoi. Typiquement, un influenceur qui a un taux de reach qui est très très bon sur les contenus qu'il a créés pour vous la première fois, bah, ça vaut le coup de le réactiver sur un lancement de nouvelle collection pour avoir une belle visibilité. Si on remarque qu'on a des influenceurs qui sont très bons sur le taux d'engagement et sur le taux de clic au niveau des stories, bah, ça vaut peut-être le coup de les réactiver. Cela, par contre, plus sur des opérations, par exemple, promotionnelles, pour relayer soit des promos du coup qui leur sont propres, soit des offres commerciales génériques sur votre site. Juste pour terminer, du coup, avant de pouvoir répondre aux premières questions qu'on a eues, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on développe, en fait, donc nous, on accompagne Becquet depuis plus d'1 an maintenant, sur une logique vraiment long terme. Donc aujourd'hui, le programme Becquet, c'est plus de 71 profils recrutés à date, avec 24 ambassadeurs, donc ça veut dire qu'il y a 24 influenceurs avec qui on travaille sur des logiques, avec une récurrence et qu'on réactive presque tous les trimestres. Et on a environ 13 profils actifs par mois. Actifs au sens où ce sont 13 profils qui génèrent des clics vers le site Becquet. Ça prend pas en compte tous les influenceurs, du coup, qui, en plus de ça, produisent des contenus autour de la marque sans forcément nous prévenir et juste parce qu'ils aiment la marque. Ça représente environ plus de 70 posts, dont 20% de réel, le réel étant très important notamment pour la portée. Plus de 400 stories, il y a plus de 4 millions d'impressions, plus de 110 000 interactions et un taux d'engagement moyen à 5%. Tout à l'heure, Alexia parlait des taux d'engagement qu'on regarde sur les influenceurs. Un taux d'engagement moyen pour un influenceur qui a moins de 60 000 followers, c'est entre 2,5 et 3%. Au-delà, on commence à dégrader un petit peu le taux d'engagement et on va tomber sur des taux d'engagement autour de 2,5% et jusqu'à 1,5%. Donc ça, c'est à peu près les moyennes marché. Un taux d'engagement moyen à 5%, c'est très élevé en influence. Et c'est aussi parce qu'on mène tout un travail en fait de sélection des profils et de création de contenu avec eux, justement pour aller chercher ces 5%. Donc voilà. Ce cas clôt la présentation du coup sur comment penser sa stratégie du coup d'influence marketing. On va commencer à prendre les premières questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Du coup, première question, les gros influenceurs sont sous la couvée de webmédia. Alors non, en fait, pas forcément. La logique d'exclusivité a un petit peu disparu en influence. Elle existait il y a encore quelques années, mais ça n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, il y a des agents d'influenceurs, donc qui vont travailler en fait comme des agents de stars. Tout simplement, donc c'est eux qui vont prendre les demandes de partenariat, c'est eux qui vont du coup mener toute la négociation au niveau du pricing pour les contenus. Mais il n'y a plus vraiment d'exclusivité, à part pour des très très gros influenceurs, et en particulier dans certains univers, comme, là je pense au gaming typiquement. Mais il n'y a plus trop d'exclusivité en fait avec les influenceurs. Et nous en général, donc combien d'abonnés ont nos influenceurs? Alors déjà, c'est pas nos influenceurs. Nous aujourd'hui, on a une base d'à peu près 1500 influenceurs qui sont identifiés et qualifiés par nos soins. Donc notamment par rapport à tous les critères qu'Alexia présentait au début du webinaire. C'est une liste qu'on alimente en permanence, on fait du sourcing en permanence d'influenceurs en fonction des attentes des objectifs et des audiences que souhaitent cibler nos annonceurs et les annonceurs avec lesquels on travaille. Et en général, sur les dispositifs qu'on propose, on va avoir des influenceurs qui ont des communautés entre
10 000 et 100 000 followers. On travaille aussi avec des influenceurs qui ont des beaucoup plus grosses communautés. Ça dépend vraiment à ce niveau-là des objectifs de la marque et aussi des budgets. Parce que globalement, plus l'influenceur a une grosse communauté, plus le contenu coûte cher. Et du coup, c'est quoi l'ordre de coût d'un influenceur pour faire un réel sur notre marque, par exemple? Alors, avec un influenceur de 10 000 et un influenceur de 500 000. Alors, pour un influenceur de 10 000 followers, on a environ, pour un réel, je pense qu'il faudra compter autour de 200 €, plus une dotation produit pour lui permettre de produire le contenu. Mais ouais, autour de 10 000 followers, on peut avoir quelque chose autour de 200 €. Après, moi, je conseille pas de faire qu'un réel avec un influenceur. Je conseille toujours de faire plusieurs prises de parole. En fait, c'est pour une raison qui est très simple. La portée, en fait, l'idée de faire de la répétition avec les influenceurs, c'est juste de pouvoir de toucher une plus grosse partie de leur communauté, parce que leur communauté ne voit pas tous les jours tout leur contenu. Il n'y a qu'une partie des contenus, qu'une partie de la communauté qui est touchée par les contenus produits par les influenceurs chaque jour. Et donc, du coup, en répétant, en fait, et en ayant une logique de séquençage des contenus avec les influenceurs, on s'autorise, du coup, d'avoir un plus grand reach auprès de la communauté de l'influenceur. Autre question, l'influence en B2B. Alors, oui, c'est possible. Il y a des influenceurs en B2B. Il y a des influenceurs en B2B. Moi, j'en vois beaucoup sur TikTok en ce moment, qui développent des chaînes, du coup, avec des trucs et astuces autour du milieu professionnel. Il y en a, c'est plus difficile à sourcer. C'est un peu plus niche, mais ça existe. On avait d'ailleurs un workshop qui traitait sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Exactement. Et du coup, il est disponible en replay également. Est-ce que vous avez d'autres questions par hasard? Ou est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors, sur TikTok, qu'est-ce que font les influenceurs B2B comme contenu? Alors, c'est ultra varié, ça dépend un peu des influenceurs et des thématiques traitées. Pour ma part, moi, je suis pas mal d'influenceurs sur TikTok qui vont partager des logiciels, alors souvent gratuits en fait, mais qui sont utiles pour produire du contenu. Où je regarde aussi beaucoup d'influenceurs qui partagent des trucs et astuces sur Excel, ce qui est très utile en fait au quotidien dans le travail. Mais après, il y a des influenceurs qui parlent de plein de sujets. Il y a des influenceurs qui parlent de leur vie d'entrepreneur, des difficultés rencontrées, de comment ils ont monté leur projet. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Alors, c'est vrai sur TikTok parce que je suis beaucoup sur ce réseau en ce moment, mais c'est vrai à peu près sur tous les réseaux. Voilà. Encore une fois, faut juste identifier en fait quel type d'influenceur on souhaite, avec quel type d'influenceur on souhaite collaborer et quelle est la cible qu'on souhaite travailler derrière. Je pense que c'est plus facile de travailler avec des influenceurs sur ces réseaux-là si on cible plus des petites boîtes ou des boîtes d'entrepreneurs. Et les replays sont disponibles combien de temps? Alors, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse, mais pour moi, ils sont disponibles tout le temps. Je viens de demander à Jean-Pascal, mais on n'a pas la réponse, j'espère qu'il resteront longtemps. Pour moi, les replays seront disponibles. Enfin, il n'y a pas de date limite pour les regarder. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est avec nous ou mon contact chez Affinity? Alors, vous pouvez passer par votre contact chez Affinity si vous souhaitez mettre en place une opération d'influence B2B. Il reviendra vers nous avec toutes les informations. Vous pouvez nous contacter directement aussi pour le faire. On le gardera dans les échanges pour qu'il soit au courant de ce qui se passe avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions que vous pouviez avoir? Eh bien, je pense que c'est tout. A priori, c'est bon. Super. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour les questions et l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Il est disponible en replay, a priori pour toujours. Donc, vous pouvez le re-regarder si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, ou le partager. Eh bien, merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.